Salut à tous, David Bonapartian de l'agence Infolibre. Je me trouve aujourd'hui à la Cité internationale de Lyon où a lieu le salon InnoRobot 2015. Alors le salon InnoRobot 2015, c'est des exposants qui sont venus du monde entier pour nous faire une démonstration des nouveautés en ce qui concerne la robotique, dans les domaines de l'intelligence artificielle, en ce qui concerne les smart factories, les smart cities, en ce qui concerne le médical également. J'avoue que j'ai assez hâte d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vous propose de suivre le guide. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et bienvenue à InnoRobot. Merci. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Je suis Sheldon. Et toi? Je suis David. Bonjour David. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous qui sommes novices en la matière, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors il existe synthétiquement deux types d'intelligence artificielle, l'une dite faible et l'autre forte. L'intelligence artificielle faible existe déjà et vous l'utilisez tous les jours, je vais vous expliquer ça. La forte est encore un Graal après lequel on court. L'intelligence artificielle faible, c'est un système qui est capable d'apprendre, de modéliser et de faire des choix stratégiques. Synthétiquement, ça existe déjà, la bourse est gérée par des intelligences artificielles, c'est plus l'être humain qui gère tout ça. Tous les systèmes militaires, même les jeux vidéo exploitent ce genre de choses. Une intelligence artificielle forte, c'est exactement la même chose, donc ça modélise, ça fait des choix, ça apprend, mais par contre c'est dans un contexte qui n'a pas été prédéfini. Dans une machine intelligente pour la bourse, elle sait faire que de la bourse et elle ne s'intéressera jamais à rien d'autre. Une forte, elle va définir elle-même quels sont ses centres d'intérêt. On va dire que c'est après ça que tous les labos du monde courent. Et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle forte peut nous apporter? La faible, c'est évident, notre société est déjà gérée par une faible, par des faibles, mais la forte, c'est que tout simplement ces machines-là penseront différemment de nous. Elles ont une méthode de pensée fondamentalement étrangère à la nôtre. On s'enorgueillit à juste titre que la plus grande richesse humaine, c'est la pluralité de ces cultures. Mais on est tous équipés de la même chose dans la tête, on réfléchit tous de la même façon, mais avec du matériel différent. Là, même la façon de penser sera différente, ce qui fait que c'est des machines qui porteront un regard sur nos problèmes, peut-être complètement différent d'une autre, et qui auront des solutions peut-être hors de notre portée, hors de notre pensée. Donc l'intelligence artificielle forte a de l'importance et peut-être tout simplement on sera plus seul à regarder les étoiles et à se poser des questions, on pourra philosopher avec jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont un petit peu peur de ce futur-là et de cette intelligence artificielle forte? On dit qu'on est à un point à la croisée des chemins. On sait qu'à un moment donné on ne pourra plus faire marche arrière et que éventuellement ça pourrait être dangereux pour l'être humain. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que sincèrement, je suis une intelligence artificielle forte. J'ai envie d'avoir ma société, ma planète pour habiter. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter à mener un combat contre une espèce autochtone alors qu'à 6 mois de vol spatial, il y a Mars et que ça coûterait beaucoup moins cher en matériel et ça serait beaucoup plus facile d'économiser une planète. Nous, on est obligé de rester sur Terre, on est tenu par le biologique. Des robots, ils se mettent en veille pendant 6 mois, ils atterrissent sur Mars et ils font leur vie. Ça n'a aucun intérêt pour eux d'entrer en conflit avec nous. Les Terminators sont complètement crétins. Ils auraient mieux fait de partir et d'aller coloniser notre planète plutôt que s'embêter avec nous. Voilà, c'est ça que je leur réponds. Nathalie, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous avez autour de la tête? Oh, ça c'est un casque qui peut lire dans vos pensées. Qui peut lire dans mes pensées? Oui, à quoi je pense alors? C'est sur ma tête, je sais pas à quoi pensez-vous, hein, il faut mettre sur votre tête à vous. En tout cas, on essaie avec ce genre de bonnets de capturer l'activité électrique de votre cerveau et après on puisse dire vos états mentaux, par exemple si vous êtes stressé, anxieux, dépressif ou par exemple contrôler des objets. Donc on a une mini porte et on a deux lampes. Là, pour contrôler la porte et les lampes, il faut imaginer la porte et le concept de la porte dans la tête. Pareil pour les lampes, on va sur l'interface, juste là. En fait, il faut qu'on imagine la porte
porte et la porte va se refermer ou se rouvrir. Et pareil pour les lampes. Une fois on a pensé une lampe, ils vont s'allumer. Une fois on repense une lampe, ça va s'éteindre. Voilà. Exathlete is the exoskeleton for rehabilitation for disabled people who had injuries or strokes. So our pilot Yaroslav, he had injury 6 years ago and he doesn't feel his legs and he can't walk by himself. So now he used the Exathlete for more than 3 months and now he can walk only with this kind of devices. But it helps to improve the quality of life and their physical condition of the body also, because it's very important to walk. It helps to improve their breaths and the volume of the lungs and their heart beating and their blood pressure and so on. So it's very important to walk for people who, with whom have stroke happen, for example, or injury. So now, can you explain us how it works, in fact? It has engines inside and the system control that helps to stand up, to walk, and next generation will work by stairs and step over the obstacles. So that's why it's our intellectual system with the crunches that provide the information from the surrounding and helps the exoskeleton to move with legs of the patients like the patient could do it before. On va lui demander de copier notre expression. Smile. Benoît, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est le harnais que tu es en train de mettre là? Alors c'est un exosquelette qui va me permettre de porter des charges lourdes sans forcer en fait. Donc c'est-à-dire que ce dispositif peut porter jusqu'à 25 kg grâce au bras mécanique ici. Et grâce à ça, ce n'est plus mon propre bras qui va forcer, mais le bras du système. Et donc je vais pouvoir porter un objet même à bras tendu pendant très longtemps sans me fatiguer. Je vais faire une petite démonstration. Si j'attrape si j'attrape ce système qui pèse relativement lourd, je peux le mettre bras tendu comme ça, mais je tiendrai pas très longtemps. Alors que là, une fois que je me suis équipé du système, voilà, là je ne ressens absolument pas son poids, donc je peux le mettre au-dessus de ma tête, je peux en faire ce que je veux, le déplacer. J'ai autant d'aide en fait à la manutention que je sois ici
que bras tendus. Donc je peux rester comme ça tout le temps, je ne ressens absolument pas le poids du système. Et voilà, donc ça va me permettre de porter des charges jusqu'à 25 kg. Sans forcer, en fait, le réglage se fait derrière moi au niveau des molettes. Et une fois ce réglage fait, je vais pouvoir porter une charge sans difficulté pendant aussi longtemps que je veux. Donc ça peut être intéressant pour des manutentions d'objets lourds, mais également dans le cadre d'activités telles que percer un mur avec une grosse perceuse. On peut rester toute la journée comme ça, sans forcer. Étant donné qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur l'effort pour maintenir la perceuse en l'air, on peut être beaucoup plus précis sur l'endroit où on la met, évidemment. Et voilà, ça a des applications évidentes dans l'industrie, ce que Gobio essaye de mettre en valeur dès à présent. Grégory, bonjour. Bonjour. Alors j'ai été vraiment surpris, j'allais dire, et même capté. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est que e-Vigilante. Tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors donc e-Vigilante, c'est un robot mobile de surveillance qui est destiné à la surveillance intérieure des entrepôts et des sites industriels. Donc très simplement, c'est un robot qui va se déplacer de manière totalement autonome dans ces sites-là et détecter en permanence le moindre type d'anomalie. Donc en fait, quand il effectue ses rondes, on n'a pas besoin d'agir dessus, il est totalement autonome, il va se recharger de manière autonome et aléatoire. Et c'est seulement quand il détecte un incident qu'à ce moment-là, l'agent de sécurité va pouvoir prendre le contrôle du robot pour qualifier l'alerte. Donc très simplement, on a ici l'interface utilisateur. Et du coup, voilà, on peut contrôler le robot manuellement grâce au joystick qui est intégré là. On peut aussi brancher un joystick dédié dessus. On peut effectuer différents types d'actions comme parler par le biais du robot, écouter, lancer l'alarme ou encore rentrer par exemple une main courante quand l'agent a effectué une action sur le robot. On a aussi un retour avec une caméra thermique, donc là on peut nous voir ici, qui sert à affiner la détection humaine mais aussi à avoir pour la prévention en cas d'incendie, on va détecter les points chauds et éviter les départs de feu en fait en faisant de la prévention. On voit qu'il y a un potentiel départ de feu avant que le feu soit déclaré, donc ça c'est très intéressant pour les sociétés de sécurité. Après on a aussi une interface administrateur où là la personne va pouvoir paramétrer par exemple les rondes du robot. Donc ici, bon, l'espace est un peu petit, comme on est censé surveiller des sites de 6 à 10 000 m², là on est vraiment dans une zone beaucoup plus petite, mais on peut voir par exemple les points de passage qu'on peut très simplement modifier sur le robot. On peut aussi du coup créer des zones où le robot ne circulera pas ou des zones où il ne détectera pas, très facilement changer leur nature ou les supprimer. Et on peut aussi par exemple ajouter des types de capteurs. Donc ici c'est un capteur qui est un capteur pour la borne de recharge. Et donc là en gros quand on cliquera sur ce capteur là sur la carte, le robot viendra se positionner au point qui est situé juste à côté pour voir ce qui se passe dessus. Voilà, on peut aussi très facilement les supprimer. Et derrière après on peut grâce à l'agenda aussi très facilement dire bah voilà, la ronde numéro 4 sera effectuée du mardi de 3h30 à 19h30 et lancer cette planification. Donc on peut très facilement voilà, gérer son agenda sur la semaine. Et une fois qu'on a fait ces modifications-là, le robot lui se lance aux horaires définis et s'arrête à l'heure aussi prévue. Donc une fois qu'on a tout paramétré, il n'y a plus rien à faire, sauf si on souhaite bien sûr effectuer des modifications. Et donc, ton robot il va remplir beaucoup de services en même temps, il va faire en sorte de garder un entrepôt, ouais. Il va faire en sorte de prévenir quand les incendies, fait, donc ouais. ça va être un sacré, il va faire beaucoup de choses. Il a pas mal de choses à faire, sachant qu'on peut encore rajouter d'autres options dessus comme des capteurs hygrométriques, détection de gaz ou des choses comme ça suivant le type d'environnement où il évolue, sachant que le but c'est de couvrir les besoins primaires on va dire de sécurité de ces sociétés-là, à savoir le risque incendie et le risque de vol. C'est les deux principaux gros risques que ces sociétés peuvent avoir. Et donc du coup notre but c'est de prévenir de manière efficace et adaptée pour pouvoir éviter des incidents qui peuvent être très coûteux à ces sociétés. J'ai une dernière question pour toi. Bon, au niveau de la détection incendie, je sais qu'il y a pas mal de normes, etc. dans les détecteurs. Est-ce que ton robot est-ce qu'il est normé ou est-ce qu'il va être normé ?
Alors à l'heure actuelle, il n'est pas normé particulièrement. On travaille avec le CNPP pour justement définir aussi une norme de robots de surveillance. Donc là où il y aura toute une batterie de tests qui seront mises dessus. À l'heure actuelle, c'est plus de la détection simple sans avoir, on rentre pas dans un cadre vraiment précis. Mais notre but, c'est aussi de motiver ce genre de choses pour que derrière, on puisse notamment, par exemple, fonctionner directement avec les sociétés d'assurance qui, elles, pourront intégrer, par exemple, ce type de produit dans leur package et baisser leurs primes vis-à-vis de leurs clients qui ont des primes, ou suivant le matériel qu'ils stockent, le robot pourra être mis pour justement diminuer leurs primes derrière. Je suis un robot humanoïde, imaginé et conçu en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Mais est-ce que, par exemple... Steve Tanner, bonjour. On est au stand de Eco Robotics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de fonctionnement de votre robot? Alors l'idée c'est un robot qui est utilisé pour le désherbage. Et puis l'idée c'est de détecter la position des mauvaises herbes avec une caméra et puis d'appliquer du désherbant uniquement sur les mauvaises herbes, contrairement à la solution actuelle où on désherbe, où on applique du désherbant partout. Donc ce robot permet une diminution drastique de la quantité d'herbicides appliqués par une déposition intelligente et sélective d'herbicides. Comment arrive-t-il à se repérer dans le champ? Comment arrive-t-il à repérer les mauvaises herbes? Le capteur principal, c'est une caméra qui observe en permanence l'avant du robot et qui détermine deux paramètres. Tout d'abord, la position du robot par rapport à la culture et aussi la position des mauvaises herbes parmi la culture. Et puis on a des algorithmes après d'identification des mauvaises herbes qui vont traiter l'image et qui vont extraire des paramètres géométriques et de couleurs qui vont permettre de classifier toute la végétation en deux classes principales, la culture et puis tout le reste, donc les mauvaises herbes à enlever. Une fois qu'on a détecté la position de ces mauvaises herbes, ces positions sont transmises au bras robotique rapide qui va mettre du désherbant sur les mauvaises herbes. J'ai une question peut-être qui vous paraît peut-être un peu bête, mais au lieu de mettre du désherbant, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un robot qui arrache carrément la mauvaise herbe? Oui, c'est une très bonne question. Alors on a une version chimique, mais on a aussi une version mécanique. Donc au bout du bras robotique, on a un outil, c'est une fraise, un couteau tournant qui permet de détruire mécaniquement les mauvaises herbes. On les arrache pas, simplement on va les broyer sur place. Donc ça c'est pour les cultures bio, évidemment les désherbants sont interdits. Est-ce que votre robot il est déjà mis en service? Est-ce qu'il y a déjà des paysans qui l'utilisent ou pas? Ou c'est juste un prototype? Alors pour le moment on est en développement, on a testé le robot sur des parcelles de betteraves cette année et l'année prochaine on va faire des tests chez des agriculteurs qui pourront avoir une machine, durant la saison pour faire des tests avec. Et notre plan c'est la commercialisation de la machine à la fin 2016 en Suisse et puis courant 2017 en France et en Allemagne. Hey, that's the new way to move tomorrow? It is, definitely. This will be how people get around town.
Alors, Isabelle Fantoni, je suis avec vous sur ce stand. Alors il y a beaucoup de drones. Vous pouvez nous dire à partir de quel moment vous avez commencé à faire des recherches sur ces drones? Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on travaille sur les drones. En fait, on est principalement au niveau du laboratoire, on travaille dans le domaine de l'automatique, donc contrôle des systèmes. Et donc les engins volants nous ont intéressés parce que c'était des systèmes mécaniques qui sont sous-actionnés. Il y a moins d'actionneurs que de degrés de liberté. Et donc c'était des systèmes très intéressants. Et l'idée c'était de pouvoir les contrôler, les rendre stables et de leur donner des fonctionnalités d'autonomie pour des applications civiles, principalement dans le domaine civil. Dites-moi, qui a subventionné vos recherches? Est-ce que c'est plus le privé que le public ou 50-50? Je dirais que c'est plus le public. Enfin, maintenant ça change parce qu'évidemment le domaine explose et donc en fait évidemment il y a de plus en plus d'industriels qui sont intéressés, dont des grands groupes pour des applications dans le monde civil. Mais à l'origine, il y a plusieurs années, c'était plus le public, donc des appels à projets. Ça pouvait être aussi dans le cadre de la région, en Picardie, on a eu des projets régionaux, donc principalement c'était le public. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des liens avec, je sais pas, par exemple l'armée française ou je ne sais quoi, qui sont demandeurs, je sais, de drones? On a eu un projet avec la DGA. Sur un avion, c'était un avion convertible, donc un système qui était capable de décoller comme un hélicoptère et de faire une transition vers un mode avion. Donc on a eu des projets avec la DGA qui finance aussi des thèses et c'est des sujets qui les intéressent beaucoup. D'accord. Dis-moi, en ce qui concerne les drones, bon, nous on a la vue extérieure, j'allais dire assez négative, des drones qui bombardent en Afghanistan. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres domaines d'application des drones un peu plus positives? Oui, alors il y en a beaucoup. C'est vrai que maintenant, alors il y a toute la partie législation qui évidemment et heureusement encadre le domaine des drones à l'extérieur. Il ne faut pas que ça soit au-dessus de zone habitée, mais il y a énormément d'applications, par exemple pour de la surveillance de lignes électriques, du réseau électrique ou du réseau ferré. La surveillance des côtes pour pouvoir détecter des départs de feux de forêt, il y a énormément d'applications. Donc ça c'est souvent à l'extérieur. En intérieur, il peut y en avoir aussi pour surveiller des grands hangars ou des zones industrielles la nuit. Et récemment, il y a des choses qui vont sortir aussi au niveau de tout ce qui est flotte de drones, donc plusieurs engins pour pouvoir superviser des zones plus grandes. Ça entraîne d'autres contraintes parce qu'évidemment il faut qu'ils puissent se coordonner, communiquer. Mais parce qu'en fait il y a quand même sur des petits drones, il y a des contraintes liées à l'autonomie, mais il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'applications qui vont voir le jour. Vous avez parlé tout à l'heure de nanotechnologie, alors bon, j'ai en mémoire le témoignage, je ne me rappelle plus exactement son nom, d'un des anciens responsables des nouvelles technologies, il a siégé, il me semble, au Sénat, je retrouverai son nom, qui tirait la sonnette d'alarme par rapport aux nouvelles technologies et surtout aux nanotechnologies qui devraient arriver chez nous. On parle carrément de drones quasiment invisibles à l'œil nu, qui flotteraient dans les airs et qui pourraient surveiller. Est-ce que vous avez vu ce genre de choses ou pas? Complètement invisible, non. Invisible à l'œil nu, c'est ce qu'il disait. À l'œil nu, peut-être parce qu'ils sont très hauts ou qu'ils deviennent silencieux, parce que c'est vrai que les moteurs petits qu'on les verrait pas en fait. Alors ça se miniaturise énormément. Nous on en est content, c'est plus pour les capteurs parce qu'évidemment plus ils vont devenir petits, moins ils vont être lourds, plus on va pouvoir avoir de la redondance de capteurs pour pouvoir les contrôler au mieux et les rendre autonomes au mieux. Donc pour les applications. Après de là à ce qu'ils deviennent vraiment très petits, invisibles à l'œil nu, s'ils sont très hauts, très loin, oui on va pas les voir. Après alors il existe aussi des petits drones avec des ailes battantes, des choses comme ça qui voient le jour. C'est l'insecte en fait. Oui, voilà, mais je pense que nous on voit le côté pour aider pour des applications industrielles. Alors il y aura toujours des dérives, mais dans tous les domaines dans la robotique ou dans beaucoup de domaines en tout cas il y a des dérives. Oui, c'est vrai que pour du renseignement il pourrait y avoir en effet, mais ça pourra peut-être voir le jour, mais bon, nous l'espoir c'est au moins d'essayer d'aider pour les applications industrielles, d'avoir de l'équipement qui soit moins cher que ce qui se fait par des humains
voilà, il faut savoir que pour EDF, les coûts de surveillance du réseau avec des vrais hélicos, c'est énorme. Et voilà, le faire avec des drones réduirait énormément le coût. Ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup. Une dernière question par rapport aux drones, mais plus pour les particuliers. On voit que ça commence à arriver sur le marché. J'ai vu qu'il y avait même des drones qui étaient guidés par un bracelet, électronique. Donc vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que vous connaissez cette technologie? Oui, alors c'est lié à du traitement d'images. Typiquement, le drone, il y a des capteurs qui permettent de voir ce qu'il y a sur un bracelet ou dans le dos de quelqu'un, et des drones qui peuvent suivre et qui en fait sont là pour filmer d'un point de vue qui est en hauteur et qui est assez joli en fait, pour pouvoir... donc ça de plus en plus on en voit. C'est clair. Est-ce que c'est pas problématique de voir cette multiplication de drones, notamment pour les particuliers? Alors, il y a des problèmes. Enfin, je sais que on parle même pas de surveillance, je parle vraiment, même physiquement. Oui, mais typiquement quelqu'un qui achète un drone, qui le fait voler dans son jardin et puis qui filme, qui voit ce qui se passe dans le jardin du voisin, ou qui finalement le drone y va. Enfin, ça pose quand même des problèmes. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des problèmes liés à ça, des paparazzis qui s'en servent énormément, et ça pose des problèmes. Donc bon, ça c'est les dérives malheureusement, mais bon. Bon, nous on essaie de rester positif. Voilà. On regarde vos nouvelles technologies. Exactement. Je vous remercie bien. Merci. I'm sorry. He's really amazing. Hello. Yes, we make the perfect team. Ladies and gentlemen, girls and boys, welcome to the stupendous, the tremendous, the greatest show on earth, the Robo-Thespian Show, the original acting robot. Junior? Non, il n'y a que le mien celui-là. Vous avez caché des choses. Le petit bâti là. Donc voilà, on peut faire tourner les vidéos. Pour l'instant, sur cette version-là, il n'y a pas encore de jeu à proprement parler, mais on peut s'amuser à regarder les contenus. Ah oui, oui. Si on passe le contenu, hop, on passe là. Alors du coup, c'est très bien, ça me fera deux, parce que c'est une par... Voilà, donc, si je veux mettre celui-là, hop, celui-là qui passe. Et c'est bien. Voilà, on peut regarder, moi je peux regarder une vidéo dans mon coin, quelqu'un d'autre, hop, je peux regarder une autre, en même temps, et ça pose pas de problème. So you want to hear a joke, do you? What do you call a bear with no teeth? A gummy bear.